Aigles du Mali et le Sili national de la Guinée croisent les bras pour attendre leur sort. Les quarts de finale suspendus à un tirage au sort imminemment attendu. Comment assurer la protection, la sauvegarde et la valorisation de nos manuscrits anciens? La question au cœur d'une rencontre internationale commencée ce matin à Bamako. Il s'agit de mettre dans les conditions souhaitées plus de 350 000 manuscrits sauvés de la barbarie des islamistes à Tombouctou. Bonsoir à tous, merci de votre présence. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver sur nos antennes. Ce soir, c'est tout le Mali qui reste suspendu à la Mecque. Nous souhaitons heureuse de l'instance supérieure de la CAF. À mes côtés sur ce plateau, Papa Oumar Diop pour les explications. Papa Oumar Diop, bonsoir. Bonsoir Nyanya. Encore un match nul des Aigles. Quel premier enseignement peut-on tirer de la prestation des Aigles? Les changements, ce qui est d'abord frappant, ce sont les changements effectués par Henri Casper-Jacques. Il a fait des changements sans que l'équipe en perdit de sa valeur. Parce que Modibo Maïga est entré à la place de Bakary Sako et Diaby à la place de Sambouya Tabaré. C'est une merveille, une petite merveille que nous attendions dans cette compétition depuis fort longtemps. Et ces deux remplacements n'ont pas fait baisser le niveau du jeu malien. Et d'ailleurs, beaucoup de gens se sont dit, c'est en deuxième période, à chaque fois qu'on faisait sortir Bakary Sako et Sambouya Tabaré, le jeu baissait, le Mali prenait un but. Alors il s'est dit, ces deux-là, puisque c'est des fers de lance, je les conserve pour la seconde période, au moment où je vais en avoir besoin pour agir sur les fins de rencontre. Je crois que c'était très bien pensé. Et de toutes les façons, Modibo Maïga lui a donné raison en marquant ce but importantissime en début de seconde période, parce que très tôt nous avons été menés à la 14e minute sur penalty. Une minute après nous avons un penalty et celui qui rate ça, c'est le meilleur de nous tous, c'est le chef, c'est le patron incontestable et incontesté. Oui. Quand Seydou rate un penalty, on met ça sur le coup du sort, point à la ligne. Même si d'aucuns diront c'était mollement tiré, c'était pas bien tiré, mais Seydou Keita, c'est de la classe. Et quand ça rate, ça doit arriver. Oui. Alors, il y a une égalité parfaite qui est là. Qu'est-ce que le règlement de la CAN prévoit en ce sens? Tirage au sort. C'est un mot que certains que j'ai croisés dans la cour haïssent de tout leur cœur. Mais il y aura un tirage demain jeudi. Oui. Il faut un temps de préparation, ce qui nous laisse supposer que dire que ça va se passer le matin, ce sera trop tôt. Les gens ont besoin de mettre les petits plats dans l'écran. Il faut un récipient transparent et deux boules, comme à la manière de tirer les poules. Mm-hmm. Et donc, une main sera plongée dedans. Il y a de fortes chances pour que ce soit la main du président de la CAF himself, et que voilà, nous souhaitons qu'il prenne la boule dans laquelle c'est écrit M-A-L-I. Mali. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une histoire qui existe déjà au sujet du tirage au sort pour désigner un vainqueur? Et comment alors? On va passer rapidement sur l'épisode de Brazzaville 65, les jeux où c'est par le nombre de corners que nous avons été battus. Ça, c'est pas un tirage, ça, c'est pas penalty, mais le Congo-Brazzaville nous a éliminés parce qu'ils avaient plus de corners que nous sur la finale. Et vraiment, ça, c'est quelque chose qui est resté dans ma tête d'adolescent à l'époque. Et c'est traumatisant. Mais sinon alors, en 1972 à Yaoundé, le Mali y était et était déjà qualifié pour la demi-finale. Connaissant son adversaire, c'était le Zaïre. Et je rappelle tout simplement que le Mali a vraiment frappé très fort avec la légende Fanta Madi Keïta. Mais la seconde demi-finale, Cameroun déjà qualifié. Mais dans le groupe A, il y avait Cameroun, il y avait Soudan, il y avait Maroc, il y avait Congo. Alors, le Cameroun était qualifié, le Soudan était éliminé. Et donc, il y avait deux à égalité stricte, c'était Maroc et Congo. Entre ces deux pays, on a fait un tirage et c'est le Congo qui a gagné sur le Maroc pour aller en demi-finale face au Cameroun. Et l'histoire a bégayé parce que c'est Congo repêché qui finalement a gagné Yaoundé 72. Et il y a eu aussi 1988, tout proche de nous au Maroc, où l'Algérie et la Côte d'Ivoire étaient dans la même situation. On a fait tirage et c'est l'Algérie qui est passée. Ok, la main heureuse, ça sera peut-être pour nous. Donc, dans la pratique, rappelez-nous rapidement comment le tirage se fera. On va prendre, si vous voulez, un récipient transparent pour que de loin, on voit les deux boules. Qu'on voit bien que la main qui s'y trempe dans ce récipient tourne.
et que celui qui est en train de faire tourner à l'intérieur a les yeux pointés vers le ciel pour ne pas contrôler. Bref, je crois tout simplement que cela va se passer exactement comme l'on fait un tirage de poule. C'est dans ces conditions seulement. Cette fois-ci, c'est entre deux pays en présence de tous les officiels de ces pays et éventuellement des huissiers. Et c'est une scène qui nous sera rapportée parce que nous avons une forte équipe envoyée pour créer de la valeur ajoutée. Et c'est sûr que nos téléspectateurs, demain, à pareil moment, auront toutes les images de ce tirage au sort. Donc c'est les gens de la CAF eux-mêmes ou bien c'est les joueurs ou bien des joueurs anciens quoi. Bon, les gens de la CAF. Les gens de la CAF, à ce que l'on nous a dit à la dernière minute. Maintenant, ma chère, j'en brûle, parce que j'ai un devoir de communiquer avec la jeune génération. C'est que Mali-Guinée, c'est une affaire de famille. Oui. C'est une affaire de famille parce que ces deux pays ont joué 53 rencontres. Et sur ces 53 rencontres, la Guinée a gagné 18 fois, le Mali 17 fois, il y a eu 18 matchs nuls. Et sur ces 53 rencontres, non, disons 54 avec le match d'aujourd'hui, et sur ces 54 matchs, la Guinée a marqué 61 buts au Mali, le Mali a marqué 61 buts à la Guinée. C'était des chiffres qu'il fallait mettre à la disposition des jeunes gens. Et 2004, en phase finale, nous nous sommes rencontrés en quart de finale et Kemoko était gardien de la Guinée et Djila a marqué ce très beau but qui a pris le gardien guinéen à défaut. Donc le Mali, en phase de poule en 2004, a rencontré la Guinée et a gagné 2-1. Et en 2012, au Gabon, tout près, nous étions dans le même groupe de départ et le Mali a gagné encore par 1-0. Et vraiment, on est copains. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va demander aux populations ? Allez les aigles. D'être serein. Voilà. D'être serein et de ne pas chercher de bouc émissaire. Le navire dans lequel nous sommes embarqués maintenant s'appelle Chance. Et quand c'est Chance, il n'y a pas de commandant de bord. Et donc il faut prier le ciel, il faut prier tout ce que nous avons comme croyance pour que la chance nous sourie. Et moi j'ai un pressentiment. Seydou, en ratant son penalty, je crois que c'était le pain noir qu'on a mangé. Et j'espère que le pain blanc, ce sera pour demain. Parce qu'on ne peut pas être malchanceux dans le match et être malchanceux au tirage. Nous, on a passé notre période de malchance et je crois que c'est la Guinée qui passe sa période de malchance demain. Ben, on va dire bonne chance aux aigles. Merci Papa Oumar Diop pour ces éclairages. Nous poursuivons le cours de ce journal. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, dès son retour de Berlin hier soir, s'est prononcé sur la situation de Gao. Vous le savez, la ville a été secouée par des manifestations qui ont malheureusement enregistré des morts. Le chef de l'État, très touché par cette situation, nous en parle au micro de Garibou Péouf. On a pris avec indignation et tristesse ce qui est arrivé au général Médou. Ce grand officier patriote qui est dans la douleur en ce moment, je voudrais qu'il sache que toute ma sympathie lui est acquise et que nous ferons tout pour que celui-là ou ceux-là qui s'en sont rendus coupables puissent rendre compte dans les meilleurs délais. Je sais également aussi ce qui s'est passé à Gao. Et je vais m'incliner pieusement sur la mémoire des victimes de ce qui s'est passé à Gao. Que ceux qui sont partis, qui nous ont quittés, soient accueillis parmi les bienheureux dans le cher paradis d'Allah, que ceux qui sont blessés sur les hôpitaux sachent toute notre compassion et toute notre sympathie. Je vois que tout cela s'est attiré au clair pour que la solidarité soit située à chaque niveau où elle se situe, elle se trouve. Ça va être très clair. Et je pense que dans les jours à venir, nous aurons nous-mêmes à faire des rencontres, notamment avec les États-Unis des Nations Unies. Ce sont des sujets que nous évoquerons, Inch'Allah. La sécurité, la paix dans le nord du Mali, les missions confiées aux uns aux autres, tout cela sera de revue obligé et rien, en tout cas, de ce que nous devons faire pour notre pays ne sera négligé. Le Mali est un pays souverain. Il serait bon que chacun des acteurs s'en souvienne. En tout cas, nous le ferons respecter et comprendre par les uns et les autres.
Et notez qu'aujourd'hui, une délégation nationale composée du ministre de l'administration territoriale et son collègue de la sécurité a été dépêchée sur les lieux pour s'enquérir de l'état des blessés. La délégation a rencontré les forces vives de la région, a retrouvé ces reportages au cours de ce journal. Ici à Bamako, les partis politiques de l'opposition réagissent face à la situation survenue à Gao. Réunis au siège de l'Union pour la République, URD, ils condamnent avec la dernière rigueur les violences meurtrières survenues à Gao. La déclaration de l'opposition est lue ici par Amadou Koïta du PS Yelenkoura. Il est au micro de Lamine Keïta. Profondément inquiet de la dégradation de la situation au nord du Mali, en particulier de la tournure sanglante prise par les événements survenus le 27 janvier à Gao, les présidents des partis politiques de l'opposition, réunis ce jour, 28 janvier 2015, au siège de l'URD, condamnent avec la dernière énergie les violences meurtrières qui ont endeuillé Gao et tout le Mali, présentent leurs sincères condoléances aux familles et aux populations éplorées de Gao, forment des vœux ardents de guérison rapide aux blessés, prennent acte du retrait de l'accord contesté, demandent au gouvernement de veiller à ce qu'une enquête complète et impartiale fasse toute la lumière et situe toutes les responsabilités. Les auteurs devront être arrêtés, poursuivis et punis conformément à la loi. Lance un appel au calme, sans lequel le processus de résolution de la crise du Nord risque d'être en péril. L'opposition s'incline devant la mémoire de toutes les victimes de la crise et exprime aux populations maliennes éprouvées en général et à celles des régions affectées par l'insécurité en particulier sa solidarité de tous les instants. Voilà, c'était bien Amadou Koïta qui lisait la déclaration. Une autre réaction relative à la situation à Gao, c'est celle de la plateforme d'Alger du 14 juin 2014. La déclaration de la plateforme, lui, par son porte-parole, Fahad Al-Amdou. Respectueuse de la feuille de route du processus d'Alger, la plateforme a toujours contribué de façon responsable et participative aux thématiques de négociation d'Alger. Depuis notre retour d'Alger, nous avons travaillé sans relâche sur le projet d'accord pour la paix et la stabilisation au Mali. Nous avons examiné les 10 projets, formulé des observations et des recommandations pertinentes propres à améliorer le projet. Aussi, nous l'avions restitué sur le terrain. Au vu de tous ces dérapages, la plateforme condamne avec la dernière rigueur les agissements partisans qui n'honorent pas la communauté internationale, dont la principale mission est de stabiliser le territoire et protéger les populations civiles sans distinction. La plateforme suspend toute collaboration avec l'aménagement jusqu'au règlement définitif du problème qui nous oppose. Elle demande l'annulation de l'accord fantoche du 24 janvier 2015, la mise en place d'une commission d'enquête internationale sur les événements douloureux survenus à Gao les 26 et 27 janvier 2015 ayant entraîné mort d'hommes, la mise à disposition à la justice des auteurs de crimes, une enquête internationale sur la prétendue frappe sur un véhicule appartenant à la coordination des mouvements de la ZOAD le 20 janvier 2015. La plateforme réitère son attachement au processus d'Alger, appelle au calme, à la retenue et à la sérénité les populations du Mali en général et les régions du Nord en particulier. Elle leur exprime ses sentiments de solidarité, elle formule ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes. La déclaration de la plateforme lue par son porte-parole, Fahad Al-Mahmoud. Et nous avons reçu plusieurs autres réactions aujourd'hui. Elles viennent de la CODEM, du PRDT, de SADI, des phares de l'ADEMA-PSJ, de YELEMA, du groupe parlementaire RPM, de l'ASTMA, de l'APR, de l'UM-RDA, de la CENAS-FASO-RE, de l'ADP Maliba, de l'APM, du PACP, de la CMP, de l'APM Malico, du RDS, de l'Union nationale des travailleurs du Mali, de la
Centrale démocratique des travailleurs du Mali, de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, du collectif des acteurs de la société civile sur la sortie de crise au Mali, du syndicat national des journalistes et reporters du Mali. Tous ces partis, organisations et syndicats se disent consternés par ce qui s'est passé à Gao et demandent une enquête diligente pour faire la lumière sur ces événements. Ils présentent leurs condoléances aux familles des victimes et souhaitent prompt rétablissement aux blessés. Le Parti citoyen pour le renouveau PCR informe les acteurs du domaine sur les questions du droit international pénal. Les responsables du parti étaient face à la presse pour expliquer les enjeux de cette formation. Le reportage de Marafi Kourati. Le Mali post-crise aura besoin d'acteurs des droits humains bien outillés et suffisamment armés sur les questions du droit international pénal. En vue de garantir l'accès à un enseignement d'excellence dans le domaine du droit international, le Parti citoyen pour le renouveau PCR organise cette session de formation, une manière pour les libéraux de contribuer au renforcement de la démocratie au Mali. Dans le cadre donc du renforcement, bien sûr, de la démocratie, dans le cadre aussi du renforcement des questions des droits humains, de tout ce qui concerne les questions des droits de l'individu, et cela rentre donc dans ce cadre-là. Et vous savez comme moi que cela fait partie des piliers de notre option politique. La formation s'adresse aux professionnels du droit, aux cadres d'ONG et d'organismes de défense des droits humains déjà titulaires d'une maîtrise en sciences juridiques. La formation est soutenue par la Fondation Friedrich Naumann et la MINUSMA et dispensée par l'Institut international des droits humains de Strasbourg. Elle est ouverte à tous les pays du Sahel. Aujourd'hui, nous savons que notre pays est dans une période post-crise et il est très important qu'on renforce le potentiel, les capacités non seulement des acteurs juridiques du pays, mais au-delà aussi des cadres du parti. Et c'est pour cela que nous avons décidé de donner l'information pour que beaucoup de jeunes du Mali s'inscrivent et se forment. Les participants doivent au préalable s'inscrire sur Internet en remplissant le formulaire mis en ligne à cet effet, téléchargeable sur le site de la Fondation Naumann. Chaque participant doit s'acquitter des droits d'inscription qui s'élèvent à 100 € et un certificat est délivré au terme d'une évaluation. Du nouveau sur l'échiquier politique national, le mouvement pour le rassemblement, l'initiative et le travail, MRT Mali Nieta, vient d'être officiellement lancé. Son président est Isiaka Bamba, un économiste de formation. Suivant Lamine Keïta pour plus de détails. Faire la politique autrement, c'est l'ambition du parti centriste malien, Mouvement pour le rassemblement, l'initiative et le travail, MRT Mali Nieta. Créé il y a 6 mois. Pour les responsables de la formation politique, il faut avant tout mettre en place un système de gouvernance dirigé par le peuple pour l'intérêt général. On ne va pas faire comme les autres partis politiques. On se donne le temps d'écouter le peuple malien, de les parler, ensemble d'élaborer un projet commun. Ce que nous on appelle la démocratie participative. On veut d'abord un projet de développement pour le Mali. On ne veut pas des candidats, on veut des gens qui sont capables de réaliser un projet pour les différentes localités, descendons corps et âme pour réaliser ces projets. Le mouvement pour le rassemblement, l'initiative et le travail, MRT Mali Nieta, se veut un parti politique de troisième voie qui compte prendre une part active à la vie de la nation. Nos ambitions, c'est d'aller vers les différentes sections, les sous-sections, au niveau des différentes communes, des régions, sur tous les territoires maliens, de demander à la jeunesse malienne, à nos pères, à nos mères, de réaliser des projets de société, des projets de développement. Pour les fondateurs du parti, le MRT est né de la conviction profonde des citoyens maliens animés du même esprit de patriotisme pour le pays. Et nous avons ces deux communiqués du Parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, SADI. Le premier condamne la tentative d'assassinat du général Ould Meïdou, conseiller du chef d'état-major de l'armée malienne. Le second salue la victoire éclatante du parti Syriza en Grèce et l'invite à traduire dans les actes la volonté du peuple grec.
Sur un tout autre plan, le vérificateur général en visite à l'Assemblée nationale, reçu par le président de l'hémicycle. Les échanges ont porté sur la possibilité d'une synergie d'action entre les deux structures. Amadou Touré, à sa sortie d'audience, est au micro de Lamine Keïta. J'ai été reçu par son honorable Monsieur le Président de l'Assemblée nationale pour parler, échanger sur la possibilité d'une synergie d'action entre le bureau du vérificateur général et l'Assemblée nationale, parce que, comme vous le savez, en tant qu'outil de vérification, en tant qu'outil de contrôle, le bureau est à même d'aider l'Assemblée nationale à mieux contrôler l'action gouvernementale en lui produisant des informations crédibles, des informations fiables, des informations sincères qui sont issues des rapports de vérification. Et nous avons également renouvelé notre disponibilité toutes les fois que l'Assemblée le souhaite à être écoutée, entendue sur la qualité, sur la nature de nos rapports de vérification, que les différentes commissions sectorielles, selon le rapport, puissent nous demander de venir pour leur expliquer le bien fondé, les motivations, et ainsi de suite, de nos rapports de vérification. Cela leur permettra également d'avoir un critère, un meilleur critère d'apprécier l'action de l'administration publique. J'ai été très honoré, très satisfait, les échanges ont été très cordiaux et l'Assemblée également nous a marqué sa disponibilité totale et entière à accompagner le bureau, à aider le bureau dans ses missions qui sont souvent difficiles. Le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés qu'une séance plénière de la session extraordinaire en cours se tiendra demain, jeudi 29 janvier 2015 et jour suivant, s'il y a lieu, à partir de 10h dans la salle Modibo Keïta. Le projet d'ordre du jour porte sur des délibérations, des projets de loi intéressant la vie de la nation. Le président s'est compté sur la présence effective des honorables députés et la séance est publique. Nous allons rester à l'Assemblée nationale avec la présentation du rapport annuel 2012 de la section des comptes de la Cour suprême du Mali à la Commission des finances de l'hémicycle. Dans le dit document, on parle de la Cour des comptes, de son rôle et des moyens dont il dispose. Retrouvons Lamine Keïta. Informer les élus de la nation et les citoyens lambda du contenu du rapport annuel de la section des comptes. C'était le but de cette séance de travail. Une séance de travail qui est aussi l'occasion de faire mieux connaître la section des comptes de la Cour suprême près du grand public. À l'Assemblée ici, c'est vrai, les députés sont là pour le contrôle de l'action gouvernementale, mais a priori, ils sont là pour apprendre aussi. Parce que pour contrôler, il faut savoir ce qu'on contrôle. Premier du genre, ce rapport annuel 2012 de la section des comptes est plein d'enseignements. Ce rapport sert à beaucoup de choses. D'abord, les autorités, notamment le président de la République. Quand on va atteindre la vitesse de croisière, toutes les vérifications que nous avons eu à faire et qu'on a fait des observations seront portées à la connaissance du président de la République. Ceux qui ont été réalisés et ceux qui n'ont pas été réalisés. Donc il est au top niveau. Les bailleurs de fonds qui donnent leur argent à notre pays, il faut qu'ils soient aussi certains que leur argent est bien géré. Et deuxièmement, les citoyens lambda. Le ministre de l'économie et des finances a salué l'initiative. C'est avec plaisir que nous avons découvert les travaux réalisés par la section des comptes, mais également les travaux effectués par le groupe du suivi budgétaire qui permettent au gouvernement de la République du Mali de s'approprier des recommandations pertinentes qui y sont formulées. Répondant aux questions du public sur le manque de chiffres dans les rapports, le président de la section de la Cour des comptes expliquera qu'il faut beaucoup de littérature pour être mieux compris. Autre grand titre de ce journal, la sauvegarde de nos manuscrits anciens. Comment assurer la protection et la valorisation des dits manuscrits? Les hommes de culture venus d'Europe, d'Afrique et des États-Unis d'Amérique tentent de mettre en commun leurs expériences afin de trouver des solutions idoines. Suleiman Kenza Silibé nous indique que plus de 350 000 manuscrits sauvés de la barbarie des islamistes à Tombouctou sont conservés actuellement ici à Bamako, mais pas dans les conditions souhaitées.
Rôle historique des manuscrits anciens dans le développement socio-économique de la ville de Tombouctou. Les manuscrits, un héritage universel. Leur importance, le cadre législatif de protection des dits manuscrits, tels sont les principaux sujets qui vont aborder les aspects culturels au cours de cette conférence internationale. Les manuscrits anciens avaient fait l'objet cible de la folie destructrice de la part des islamistes, plus de 4000 brûlés ou perdus. Aujourd'hui, plus de 350 000 manuscrits exfiltrés de la ville de Tombouctou sont conservés à Bamako. Et à ce niveau, des efforts ont été et sont à faire encore pour les sauvegardes. C'est donc guidé par cette volonté d'empêcher que ne soit enlevé aux Maliens en général et aux communautés du Nord-Mali en particulier le droit de vivre leur culture que le Conseil de sécurité, par ses résolutions, a confié et renouvelé à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies la tâche de prier le Mali à protéger les sites culturels et historiques du pays contre toute attaque en collaboration avec l'UNESCO. Ces manuscrits sont un héritage universel et nous avons le devoir de les transmettre aux générations futures. Environ 400 000 manuscrits se trouvent aujourd'hui au Mali, de Kaya à Kidal, de Sikasso à Tombouctou, en passant par Koulikoro, Ségou, Mopti-Gao et d'autres localités. Il s'agit là d'un précieux trésor que nos ancêtres et prédécesseurs nous ont légué au fil des siècles et dont nous devons assurer la conservation et l'exploitation afin qu'ils puissent également bénéficier aux générations futures. Pour le ministre de la Culture et du Tourisme, ces manuscrits anciens constituent un pas important de l'histoire des peuples sud du Sahara. Ces manuscrits sont un patrimoine mondial aujourd'hui. Alors ceux qui jouent justement un rôle essentiel de promotion du tourisme dans le contexte malien actuel. Et justement cette conférence, c'est pour pousser des réflexions dans l'utilisation scientifique même des manuscrits. La conférence a enregistré un message d'encouragement de la part de la directrice générale de l'UNESCO qui se félicite de cette belle initiative et qui appelle tous les acteurs impliqués dans la crise malienne à œuvrer pour la paix, l'unité et la concorde. 12e session du conseil d'administration de l'agence du bassin du fleuve Niger. Les activités sur les berges pour la sauvegarde du fleuve Niger est une vision à l'horizon 2025. Mariam Sagara, reportage. L'agence du bassin du fleuve Niger hérite de 3 milliards 15 millions 800 000 francs CFA du budget d'État et de l'appui de la Banque mondiale contre 2 milliards 300 millions de francs CFA en 2014. Le gouvernement entend ainsi préserver cette fois les 1750 km de l'artère nourricière de notre pays avec la reprise des travaux. Cette augmentation du budget 2015 se justifie par l'intégration des fonds de préparation du projet de réhabilitation économique et environnementale du fleuve Niger grâce à l'accompagnement de la Banque mondiale. Ce programme doit s'intéresser essentiellement à la zone du delta en termes de dragage, des chenaux de navigation et en termes de restauration des écosystèmes de la zone concernée. Le projet lui-même, on le conçoit pour 5 ans. Le coût du projet même est de l'ordre de 30 milliards. Et la preuve, c'est que nous avons 1 milliard à mettre en œuvre cette année. Donc nous pensons qu'en 2016, il y aura plus de ressources. Le nouveau directeur de l'agence ambitionne de donner au fleuve son image d'antan et décide même d'aller au-delà en réhabilitant les berges dans les villes qu'il habite. Il y a un certain nombre de projets majeurs, tels que les projets de dragage de certains tronçons. Aujourd'hui, nous avons en tête effectivement le tronçon du Haut-Niger, c'est-à-dire Kangaba jusqu'à Bamako ici. Nous avons le tronçon de la zone de la boucle, Niafenke en Songo, et le tronçon du delta intérieur. À ce niveau, nous avons pratiquement aujourd'hui fini avec la collecte des données nécessaires pour les études relatives à ces projets-là. Des réalisations ont été faites sur les berges à l'intérieur du pays, malgré les difficultés organisationnelles et institutionnelles pendant les 10 années de l'ABFN. Des initiatives seront aussi prises à partir de cette session pour une bonne canalisation et une réorganisation du secteur.
En 2015-2016, il est attendu une production céréalière de 65 323 tonnes dans la zone d'intervention de l'Office de développement rural de Sélégué, soit une augmentation de 31%. Et sur le plan financier, l'Office aura besoin de plus d'1 milliard de francs CFA pour exécuter le programme d'activité 2015 retenu par les administrateurs lors des travaux de la 20e session ordinaire de son conseil d'administration. Envoyés spéciaux, Karunga Kounati et Mamari Kouni. Les travaux de la 20e session ordinaire du conseil d'administration de l'Office de développement rural de Sélégué se sont essentiellement focalisés sur les activités menées au titre de la campagne agricole 2014-2015 d'une part et d'autre part sur le programme d'activité 2015 et le budget y afférent. Malgré quelques difficultés constatées, la campagne s'est bien déroulée. Au titre de production céréalière, les réalisations sont passées de 18 393,8 tonnes campagne 2013-2014 à 21 278,6 tonnes en 2014-2015, soit une augmentation de 15,7% pour le riz. De 28 530 tonnes en campagne 2013-2014 à 27 998 tonnes en 2014-2015. Après l'adoption du procès verbal de la 19e session, les administrateurs ont jeté un regard sur le bilan des activités de l'année écoulée avant de donner leur quitus à l'exécution du programme d'activité 2015 et le budget pour la même période. Le budget 2015 de l'ODRS est arrêté en recettes et en dépenses à 1 milliard 72 493 000 francs CFA. Ce montant permettra d'exécuter 4 principales activités de production. La production végétale, la production animale, la production halieutique et la protection de l'environnement. Au regard des résultats acquis, le ministre Treta s'est dit satisfait, mais il ajoute que de nouveaux chantiers restent ouverts. Parmi ces chantiers, on peut citer entre autres la mise en place des agropoles, l'installation des centres de prestation de services agricoles pour l'emploi des jeunes et la modernisation de notre agriculture, notamment sa mécanisation. La promotion des filières agricoles porteuses à haute valeur ajoutée. Rappelons que l'ODRS, c'est 32 périmètres irrigués, 4 419 exploitants, dont 588 femmes. Il couvre 19 communes des régions de Sikasso et de Koulikoro. La 3e session du comité de pilotage du programme de filets sociaux Djigiseme-Yiri s'est tenue aujourd'hui. Il s'agissait pour les participants d'examiner ensemble les conditions de mise en œuvre du programme à travers les réalisations de l'année 2014 et le budget annuel 2015. Isaac Chini. Djigiseme-Yiri, c'est le nom de ce programme de filets sociaux au Mali financé par la Banque mondiale. Il s'agit ici de transferts monétaires pour compléter le panier de la ménagère. Une initiative dans le cadre de la politique de protection sociale pour alléger la souffrance des plus démunis. Le programme de filets sociaux Djigiseme-Yiri a démarré en 2013 au Mali par les activités d'installation du programme. Mais déjà, nous avons pu faire le transfert monétaire à plus de 5 000 ménages dans la région de Sikasso et à Bamako, et à plus de 12 000 ménages, en tout cas dans d'autres régions de la deuxième vague à Sikasso. Donc le programme qui est déjà sa première année d'exécution effective a eu à réaliser déjà 4 transferts monétaires en faveur des ménages pauvres. Cette 3e session permettra d'examiner le rapport d'activité annuel 2014 et le plan de travail et du budget annuel 2015. Les autorités du Mali accordent un intérêt particulier à ce programme. L'instabilité socio-économique de notre pays de ces dernières années a profondément affecté la population malienne en réduisant le bien-être général de la population. La détérioration des conditions de vie a donc accru la demande en programme de filets sociaux. Le programme de filets sociaux Djigiseme-Yiri a été initié comme la réponse du Mali pour lutter contre l'extrême pauvreté, protéger les populations les plus vulnérables, contre également l'insécurité alimentaire et divers chocs qui menacent leur existence. Le budget de cette année s'élève à plus de 8 milliards de francs CFA et concernera désormais 6 régions du Mali, plus le district de Bamako. 16e session du conseil d'administration de l'Agence nationale d'évaluation des hôpitaux. C'était ce matin. Le budget pour 2015 est équilibré en recettes et en dépenses à près de 400 millions de francs CFA. Boubacar Sissoko, compte rendu. Des insuffisances sont constatées dans la prise en charge des soins au sein des hôpitaux au Mali.
L'Agence nationale d'évaluation des hôpitaux doit donc poursuivre ses efforts afin que ces hôpitaux puissent donner satisfaction aux usagers. Face aux insuffisances des subventions du budget d'État, l'AMEH a développé la recherche d'autres sources de financement. C'est ainsi qu'ayant une convergence d'intérêts, la CANAM a répondu à notre sollicitation en nous notifiant un montant de 20 millions pour finaliser les documents de référentiel. Pour cette année 2015, le budget de l'ANEH a connu une légère hausse, soit 0,7%. Au regard de ces résultats, le contexte actuel nous impose d'intégrer dans notre examen du budget 2015 les principes suivants. Une planification pertinente en retenant les activités donnant à la fois plus de visibilité et de lisibilité à nos établissements hospitaliers et à l'ANH, conformément à leurs missions respectives. Le budget 2015 de l'ANH s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 303 745 000 francs CFA. L'Agence nationale d'évaluation des hôpitaux est fortement sollicitée par les autorités sanitaires pour la poursuite de la réforme hospitalière et l'amélioration de l'hygiène hospitalière. Elle doit également s'atteler à l'évaluation de la performance des hôpitaux. Au début de ce journal, je vous parlais de la visite aujourd'hui d'une délégation nationale composée du ministre de l'administration territoriale et de son collègue de la sécurité. Il s'agissait de comprendre ce qui s'est passé, de porter assistance aux autorités, de présenter les condoléances du gouvernement et de faire en sorte que de tels actes ne se reproduisent plus. Boubacar Babli Touré nous en parle. Dès leur arrivée, les deux ministres ont fait cap sur l'hôpital de Gao où ils se sont rendus au chevet des blessés avant de se rendre à la morgue pour constater de visu les décès survenus lors de ces affrontements. Nous sommes venus aussi pour présenter nos condoléances aux familles des victimes et souhaiter également prompt rétablissement à nos citoyens qui ont été blessés au cours de ces événements. La rencontre tenue avec les responsables de l'aménagement visait à leur faire comprendre que leurs actes sont illégaux vis-à-vis des accords officiels connus mondialement. À cet effet, les responsables de l'aménagement ont promis de s'employer pour que la lumière soit faite sur les événements. Par ailleurs, ils se disent prêts à préserver la sécurité des personnes et de leurs biens conformément au cahier de charges de l'ONU. Vous êtes des forces et vous connaissez les conditions d'emploi des forces. Le maintien de l'ordre dans les limites de la légalité, vous le connaissez mieux que moi. Il y a des tirs aujourd'hui qui sont établis, les gens sont morts par balle, et dans les conditions que vous connaissez. Dans un premier temps, nous avons échangé avec vos responsables à Bamako en leur disant très clairement qu'il y a une commission d'enquête indépendante qui va être mise en place pour établir exactement ce qui s'est passé et les responsables des uns et des autres. Cela est intolérable. Dans le mandat de l'aménagement est inscrit en bon lieu, clairement, la protection des civils. Voilà pourquoi le ministre, mon collègue aîné, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, ont pris sur nous de venir pour constater de visu d'abord à l'hôpital l'impact de ces événements et puis échanger avec les responsables de l'aménagement. La délégation ministérielle s'est également entretenue avec les sages du cadre de concertation qui ont su maîtriser les jeunes lors de ces événements. Dans une modestie, les sages ont promis de tout faire pour la paix et la réconciliation à Gao. Afin de prendre en charge les obsèques, le gouvernement a remis 1 million de francs CFA et le Conseil national de la jeunesse 300 000 francs CFA. Après la visite aux blessés, les visiteurs du jour ont rencontré les forces vives de la région. Objectif, le retour au calme et la tolérance des populations demandées. D'après les ministres, une enquête internationale sur ces actes sera ouverte. Daouda Zoumana Traoré nous fait le point.
Les ministres chargés de l'administration et de la sécurité ont tenu à se rendre au quartier général de la jeunesse de Gao. Objectif, écouter les jeunes et apporter le message du président de la République consécutif aux actes causés sur la population. Les plus hautes autorités condamnent fermement les actes causés à Gao. Tour à tour, les acteurs de la société civile, hommes et femmes, se sont exprimés sur les événements. Après les enquêtes, que les familles des victimes soient dédommagées. Que les autorités maliennes, à partir de cet instant, puissent prendre toutes leurs responsabilités par rapport aux situations qui se passent à Gao. L'enfant de 7 ans, au jour d'aujourd'hui, a vécu, il a vu, il n'a peur de rien. Il ne faut pas l'exciter. Hein. Nous, en tant que représentants de la jeunesse malienne, nous disons forcément et énormément que l'État du Mali, nous restons dans la légalité, nous reconnaissons nos autorités et nous leur demandons de prendre toutes les dispositions nécessaires. Certains souhaitent que la commission d'enquête se prononce sur les réalités du terrain, surtout du côté de Tabankort, où tout ce qui se dit est à vérifier. Nous demandons une commission d'enquête sur ce qui s'est passé hier et sur les propos de la MINUSMA qui dit qu'ils ont bombardé un véhicule de MNLA à Tabankort. En réponse, les ministres sont clairs. Les accords signés par la MINUSMA et ses groupes armés ne sont pas reconnus par l'État malien et du coup, ils sont nuls et sans effet. Désormais, tout accord doit être partagé et mis à la connaissance des autorités à tous les niveaux. Régler le problème à la source. À la source, le malentendu, c'est autour de ce document qui a été signé. Cela ne relève pas du mandat de la MINUSMA et voilà pourquoi nous disons que ce document est nul et de nul effet. Deuxièmement, on constate qu'au lieu de protéger les civils, la MINUSMA s'est mise au centre d'incompréhension, d'accusation. Nous avions demandé effectivement à ce qu'il y ait une commission d'enquête. Cette commission comprendra évidemment toutes les parties. Après cette mise au point, la jeunesse de Gao, malgré sa colère, a décidé de suivre les consignes des plus hautes autorités du pays, tout en gardant l'espoir que la sécurité sera améliorée dans leur région. Voilà, et je vous rappelle qu'en début de ce journal, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, dès son retour de Berlin hier soir, s'est prononcé sur cette situation. Le chef de l'État qui est très touché par la situation de Gao. En 4e région, la célébration de la Journée internationale des douanes le 26 janvier dernier a été marquée par une conférence sur les activités menées par la direction régionale de Ségou et sur la gestion coordonnée des frontières. Qu'en décide là? Cadre d'échange entre les différents acteurs intervenant dans la gestion des frontières, la Journée internationale des douanes a été une occasion pour la Direction régionale des douanes de Ségou de jeter un regard rétrospectif sur son contrat de performance. Contrat qui reste conforme à la mission régalienne de la douane d'être à l'avant-garde de l'économie malienne. Pour des prévisions de recettes de 5 milliards 400 millions, les services de douane de Ségou ont engagé 5 milliards 558 millions, soit un taux de réalisation de 102%. Et au-delà des réalisations de recettes douanières, je marque également ma satisfaction par rapport aux grosses saisies de chanvre indien, près de 1040 kg de chanvre indien à Ségou. On est relativement satisfait. Aussi, la conférencière a fait un large tour d'horizon sur les notions liées à la gestion coordonnée des frontières et quels doivent être les rôles de chaque acteur concerné. Sans l'implication du gouvernement, il n'y aura pas une bonne coordination des activités à la frontière. Les acteurs au niveau de la frontière aussi doivent être très impliqués. La population elle-même. À l'issue des débats, plusieurs recommandations et contributions ont été formulées, dont l'harmonisation des méthodes de travail entre pays frontaliers, la simplification et la facilitation des procédures, la mutualisation des moyens et des systèmes informatiques. Pour clore cette conférence, un certificat de mérite a été décerné à l'inspecteur de douane Alaïdia, chef de bureau de sang, pour la bonne exécution du service.
À Sikasso, les parties prenantes des projets financés par l'USAID sont en concertation à l'heure du jour l'harmonisation des points de vue sur l'approche méthodologique et le concept du projet déploiement de technologies améliorées de production de légumes pour vaincre la malnutrition et la pauvreté qui vient d'être lancé à Sikasso. Le RTM Sikasso, le reportage de Fatoumata Diallo. C'est auréolé de résultats escomptés dans l'exécution des projets amélioration de l'accès aux aliments nutritifs et amélioration de la production et de la consommation des légumes au Malika de Sikasso que l'AVRDC, le Centre mondial de légumes, financé par l'USAID, a initié une troisième phase d'extension du projet. Intitulé Déploiement de technologies améliorées de production de légumes pour vaincre la malnutrition et la pauvreté au Mali, le programme officiellement lancé va permettre l'accroissement de la production de la tomate, du gombo, de l'aubergine africaine, pour ne citer que cela. Au bout de 3 ans, il permettra d'encadrer au moins 6 000 bénéficiaires directs, notamment des femmes dans la région de Sikasso et de Mopti. Et le tour, les 6 000 bénéficiaires formeront d'autres dans leurs villages et villes, portant le nombre total de bénéficiaires à plus de 30 000. 2 jours seront mis à profit par les parties prenantes pour harmoniser leur point de vue sur l'approche méthodologique et le concept adopté. Occasion donc pour le conseiller du gouverneur de Sikasso, Amadou Diabaté, de louer les efforts de l'USAID dans le développement socio-économique des populations. Comme exemple palpable, l'impressionnant dispositif de maraîchage et de transformation des produits mis à la disposition des habitants de Sokourani dans la commune rurale de Kourou. L'engouement des populations va au-delà de nos espérances. Ce sont ces populations qui sont les cibles, ce sont elles qui sont les actrices et ce sont elles qui vont être les bénéficiaires et qui nous diront si nous avons fait le travail comme on devait le faire. Donc je suis tout à fait satisfait de ce que j'ai vu. Outre Sikasso, les régions de Mopti et de Tombouctou seront également concernées par le projet. Rentrée culturelle de l'association Walaha, c'est le nom d'un groupement d'intérêt économique créé par des jeunes Maliens. Ils ont en commun leur volonté de transmettre leur savoir-faire. Ils ont surtout des créateurs dans divers domaines des arts et de la culture et ils ambitionnent de révolutionner la création artistique au Mali. Marafi Konaté nous en dit plus. Ils sont des créateurs talentueux et ambitieux. Ils ont un savoir-faire qu'ils veulent mettre à la disposition des plus jeunes. Walaha est une pépinière de talents. Ces jeunes créateurs qui évoluent dans divers domaines multimédia ont en commun les écoles françaises au Mali où ils interviennent presque tous, d'où est née l'idée d'unir leurs talents et de partager leur savoir-faire, surtout avec ceux qui en ont le plus besoin. On a eu l'idée avec des amis qui intervenaient aussi dans cette école de se mettre ensemble pour prendre un espace qu'on a appelé Espace Walaha, où on accueillait nos jeunes frères et sœurs qui n'avaient pas les moyens d'aller dans ces écoles. Ils avaient ce genre d'éducation pour que nous, on puisse les apporter le peu qu'on peut aussi dans ce domaine artistique et des nouvelles technologies. Walaha se veut un vivier d'auto-entrepreneurs. Mamadou Ba est promoteur de Sahel Studio, une petite entreprise de sous-traitance des agences de communication de Bamako. Il a découvert Walaha par hasard, puis la région par dévotion. Je me suis retrouvé dans Walaha, c'était lors de la 2e édition de Ciné Ado. J'ai rencontré Fousséni, on a échangé un peu, j'ai vu qu'on avait les mêmes objectifs, c'est-à-dire réunir la jeunesse malienne et leur offrir des opportunités de se développer à travers des formations parfois qu'on fait gratuitement. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai décidé de rejoindre le groupe Walaha et d'apporter ma pierre à l'édifice. Walaha organisera en mars prochain le festival Ciné Ado à Koulikoro, une rencontre autour des technologies de l'audiovisuel numérique. Ciné Ado est surtout un espace de formation où créateurs et passionnés se rencontrent autour de l'art. Allez, on va parler de sport avant de se quitter. CAN Guinée équatoriale à 2015, la Côte d'Ivoire a validé son ticket pour les quarts de finale en battant 1-0 le Cameroun. Le ticket entre le Mali et la Guinée n'a toujours pas de preneur. Les deux équipes se sont neutralisées 1 but partout à égalité, 3 points chacun. La CAF va effectuer demain, jeudi, un tirage au sort pour déterminer l'équipe qualifiée. Retour sur cette
cette soirée rythmée dans le groupe D avec Siragatou Sissé. Le suspense, longtemps entretenu dans le groupe D, est resté jusqu'au coup de sifflet final à Mongomo pour le match Guinée-Mali et à Malabo pour le choc Cameroun-Côte d'Ivoire. Le premier tournant intervient dans le match Guinée-Mali à la 13e minute. Le Sili obtient un pénalty consécutif à une faute de main de Salif Koulibaly. Kevin Constant d'une Panenka ouvre le score 1-0. La Guinée est en tête du groupe avec 5 points. À la 15e minute, les Aigles du Mali obtiennent un pénalty, là aussi, sur une faute de main d'un défenseur guinéen. Le capitaine Seydou Keita voit son tir capté par le gardien. À Malabo, les débats sont sérieux. Les éléphants de Côte d'Ivoire bousculent les lions indoptables du Cameroun. Max Alain Gradel, d'un chef-d'œuvre, marque pour la Côte d'Ivoire à la 35e minute. 1-0. À la mi-temps, la Guinée et la Côte d'Ivoire sont qualifiés. De retour de la pause, les Aigles transcendés égalisent par Modibo Meiga suite à un centre dosé de Abdoulaye Diaby à la 47e minute. 1-1. Le Mali revient dans la course. La Côte d'Ivoire est toujours en tête du groupe. Plus les minutes filent, plus le suspense bat son plein à Mongomo et à Malabo. Au bout du compte, la Côte d'Ivoire, victorieuse 1-0 du Cameroun, dispute son 13e quart de finale en 21 participations. Le Cameroun, grandissime favori, est éliminé. Le Mali et la Guinée, comme un symbole uni par l'histoire, devront encore patienter. La Confédération africaine de football, CAF, procédera ce jeudi à Malabo à un tirage au sort pour déterminer le deuxième ticket qualificatif du groupe D en quart de finale. Le tableau des quarts de finale se présente comme suit. Samedi, Congo, RD Congo et Tunisie, Guinée équatoriale. Dimanche, Côte d'Ivoire, Algérie et Ghana, Mali ou Guinée. Voilà, Siragatou, on croise les doigts. Voilà pour l'essentiel de l'information de ce mercredi 28 janvier. Tout le plaisir était pour moi de vous présenter ce journal. Demain, 10h, 13h, Khadija Toukone. Je vous donne rendez-vous pour la grande édition du soir. D'ici là, restez en compagnie de nos programmes. La météo tout à l'heure avec Balkissa Idara. Grand merci à nos téléspectateurs de Mongomo. C'est en Guinée équatoriale. Et n'oubliez surtout pas de prier pour les aigles. Bonsoir à tous.